Mes chers collègues, nous reprenons la séance avec maintenant l'audition de M. Joël Granger, qui est avocat de Goodyear Dunlop Tires France. Maître, d'abord, je tenais à vous présenter nos excuses pour le retard, parce que nous avons dû démarrer l'audition précédente en retard. Bon, on sait bien que les avocats, quand même, sont prolixes. Donc, hein, je le dis devant une collègue qui est elle-même avocate, donc je suis très à l'aise pour le dire. Je voulais simplement vous rappeler que cette audition est retransmise sur la vidéo interne et ouverte à la presse. Le compte-rendu des débats vous parviendra, vous sera soumis au préalable. Nous disposons d'environ 1 heure, c'est ce qui était prévu. Bon, ça a dérapé, mais c'est pas bien grave. Conformément à nos habitudes, je vous donnerai la parole pour débuter, pour un exposé introductif, et Madame Pascale Boitard, notre rapporteur, vous posera une première série de questions, et puis on complétera, si besoin est, pour ouvrir le débat. Vous êtes le conseiller juridique de la direction de Goodyear dans les nombreuses procédures judiciaires concernant le conflit social qui dure au moins depuis 2007. Dans l'usine Goodyear. Alors, je souhaiterais que vous puissiez nous présenter de façon résumée, bien entendu, parce qu'elles sont nombreuses, je crois que c'était 21 procédures judiciaires, quelque chose comme ça, des procédures judiciaires, et le point de vue que vous défendez, qui nous intéresse bien sûr au plus haut point. Quelle appréciation portez-vous sur la multiplication, justement, de ces procédures judiciaires? Ça nous intéresse non seulement sur le cas concret de Goodyear, mais de manière plus générale sur justement les problématiques de conflits sociaux que l'on peut rencontrer. Quelle appréciation vous portez sur les résultats de ces différentes procédures? Parce que les uns ou les autres se sont exprimés en disant on a gagné telle ou telle procédure, donc j'aimerais que vous donniez un avis là-dessus. Quelles sont les procédures de votre point de vue encore en cours actuellement dans le cadre du plan social pour l'emploi, et que pensez-vous du rôle et de l'importance de ces procédures judiciaires dans ce conflit social? Un dernier mot, bon, nous avons appris par l'intermédiaire du ministre du redressement productif le nouveau projet du groupe Titan, qui n'a pour l'instant pas été, semble-t-il, matérialisé auprès de qui que ce soit, pas plus, vous nous le direz, auprès de la société Goodyear qu'auprès du syndicat CGT et du ministre lui-même. J'aimerais que vous puissiez, si possible aussi, nous dire comment vous voyez les conditions dans lesquelles pourrait se passer cette reprise partielle, avec quelles conséquences en termes de délai sur la procédure actuellement en cours de PSE. Voilà, quelques questions un peu en vrac, vous m'en pardonnerez, mais je vous donne tout de suite la parole pour que vous nous fassiez votre présentation. Pardon ? Oui, on me rappelle, c'est vrai que j'ai une formalité que j'oublie parfois, c'est de vous faire prêter serment en fonction de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Je vais donc vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Très bien, monsieur Maître, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Madame, Messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir invité pour vous faire part un peu des commentaires que je peux avoir sur ce dossier qui est un dossier assez épineux. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne suis pas l'avocat de Goodyear depuis 2007. Non pas que je considère que l'avocat qui m'est précédé est mal travaillé, c'est pas pour ça que je le dis, mais c'est parce que ça vous permet d'avoir une idée du fait que, en réalité, j'ai d'abord été extérieur à ce dossier. Et que, quand je suis arrivé, j'ai d'abord essayé de le comprendre. Je suis arrivé dans ce dossier en juin 2011. 2011 2011. Mai-juin 2011. C'était juste après
une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre de février 2011 qui, alors que Goodyear avait réengagé sa procédure d'information-consultation portant d'une part sur la fermeture de l'activité tourisme et d'autre part sur la cession de l'activité agricole au groupe Titan, avait considéré que les informations fournies par Goodyear sur le projet de Titan étaient insuffisantes. Voilà à quel moment j'arrive. Le conflit existe déjà depuis 3 ans. En prenant connaissance du conflit, je suis immédiatement frappé par une chose, c'est la violence du climat social. Et avec des relations sociales, mais qui sont incroyablement dégradées, comme je n'en avais, je vous le dis franchement, jamais vu. Des procès-verbaux de réunions de comités d'établissement à Amiens-Nord, où les insultes sont d'une grossièreté et d'un avilissement des dirigeants qui m'a paru absolument saisissant. Et je pourrais vous envoyer des comptes rendus, je ne vous les lirai certainement pas en séance. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que, comprenant un peu la genèse du dossier, et peut-être pour répondre à M. Gévert qui avait fait cette observation, en réalité, les décisions judiciaires qui étaient intervenues auparavant avaient estimé que, certes, Goodyear avait un projet de fermeture de l'activité tourisme depuis un certain nombre d'années, mais qu'à partir du moment où elle avait annoncé son intention de se désengager de l'agricole, elle devait aboutir sur les 2 sujets en même temps. Autrement dit, le projet de fermeture de l'activité tourisme qui était présenté depuis mai 2009 était conditionné à trouver une solution avec le groupe Titan. Et donc, quand nous sommes en février 2011, ou en juin 2011, pardon, et où se pose la question naturelle de la part d'un client auprès de son avocat, que faut-il faire puisque nous avons donné les informations disponibles sur le projet de Titan qui nous ont été fournies par le groupe Titan, et on ne peut pas séparer la question du tourisme et du farm dans la consultation que nous menons auprès des instances de représentation du personnel. Et ma réponse a été de dire je pense qu'il faut essayer d'obtenir un certain nombre de garanties sur le projet Titan, un certain nombre de précisions sur le projet Titan, de sorte que l'accusation sous-jacente de l'organisation syndicale majoritaire qui consiste à dire mais en réalité, vous fermez le tourisme, mais vous sous-traitez la fermeture de l'agricole en le cédant à Titan parce que vous ne voulez pas donner l'impression que vous fermez l'ensemble, il faut la lever. Et pour la lever, moi je dis à mes clients, il faut essayer d'obtenir un certain nombre de garanties de Titan. Les discussions ont été difficiles avec Titan, mais finalement, on a obtenu 2 choses. D'abord, un business plan un peu plus détaillé, et deuxièmement, une garantie d'emploi de 2 ans. Alors, je ne conteste pas que les garanties d'emploi, en cas de non-respect, se résolvent par dommage et intérêt. Certes, mais enfin, a priori, on n'a pas spécialement envie d'être condamné à des dommages et intérêts, qu'il faut bien trouver un moyen d'engagement. Et c'est le maximum qu'on a obtenu de Titan. Et à partir de là, on a relancé une procédure d'information et consultation. Cette procédure d'information-consultation s'est à nouveau déroulée dans un climat invraisemblable. À la première réunion,
sans doute par erreur, l'organisation syndicale majoritaire, en juillet 2011, a tout simplement décidé de quitter les lieux. Il se trouve que le représentant de la CGC est resté en réunion et il se trouve qu'à la suite d'un mauvais calcul de la CGT, le cabinet Secafi a été désigné. Et il se trouve que le cabinet Secafi, qui avait été médiateur à une époque, qui connaît parfaitement le dossier, considérait que ce n'était pas rien ce que nous avions obtenu auprès de Titan. Et c'est pour ça que la CGT n'a plus voulu jamais de Secafi. Et c'est dans ces conditions que la première réunion s'est tenue, le comité central d'entreprise a désigné Secafi, et qu'immédiatement derrière, la CGT a assigné en référé la direction pour faire valoir que la résolution de nomination du cabinet Secafi n'était pas valide, et la veille de l'audience, et ça c'est un exercice préféré de mon contradicteur, la veille de l'audience, a ajouté toute une argumentation consistant à dire 2 ans, c'est pas suffisant, donc ça veut dire que 2 ans, c'est qui ferme dans 2 ans. Évidemment, fermer dans 2 ans, c'est pas acceptable, c'est pas l'objet du projet. Et le projet de business plan n'est pas suffisamment détaillé. Il se trouve que la présidente, en toute conscience, a considéré que la désignation de Secafi était parfaitement valide, mais qu'en revanche, le business plan n'était pas suffisamment détaillé et que l'engagement de maintien de l'emploi de 2 ans n'était pas suffisant. Et a donc décidé, non pas d'annuler, parce que j'entends souvent qu'on dit les plans sociaux ont été annulés, il n'y a eu aucun plan annulé. À chaque fois, la première question qui s'est posée, ce n'était pas moi qui étais le conseil, c'était de savoir si l'avenir du farm et l'avenir du tourisme étaient nécessairement indissociables dans la présentation faite aux instances de représentation du personnel, alors que ce sont 2 activités bien distinctes. Et la deuxième question, après, qui a généré des suspensions, c'est Titan ne donne pas suffisamment d'informations. Toujours est-il que je pense que le tribunal, la présidente, l'a fait de tout à fait bonne foi. Elle a estimé que peut-être ce n'était pas assez, 2 ans. Sauf que la promesse de Titan d'acheter expirait dans les 15 jours qui suivaient. Alors évidemment, on a demandé à Titan s'ils étaient prêts à prendre des engagements supplémentaires. Titan a répondu non, j'ai déjà donné 2 ans, et moi, la meilleure garantie que je puisse donner, quand je fais du business, c'est que les choses marchent. Si le business marche, il n'y a aucune raison que je licencie. Si le business ne marche pas, je ne peux pas prendre d'engagement. Vous m'avez déjà, entre guillemets, tordu le bras pour obtenir une garantie de 2 ans, je ne peux pas aller au-delà. Bon. Et donc, nous n'avons plus de projet. Devions-nous immédiatement engager une procédure d'information-consultation à la fois sur le tourisme et sur le farm, mais de fermeture, en décembre 2011. Parce que je vois qu'on nous reproche beaucoup d'avoir pris du temps, c'est pour ça que je me permets de répondre. Il se trouve que les pouvoirs publics, le ministère, comme Goodyear, avaient quand même en ligne de mire qu'on sauvait 537 emplois. Et donc, les pouvoirs publics ont pris l'initiative, je crois que vous en avez entendu parler, ont pris l'initiative d'organiser de nouvelles réunions avec la CGT, avec Titan et avec nous. Et alternativement avec les uns, avec les autres. Arrive février 2012. Février 2012, nous devions avoir une réunion au ministère. Finalement, la réunion s'est tenue à Amiens, où Titan était venu en Europe et où nous voulions absolument que cette réunion se tienne. Donc nous nous sommes déplacés à Amiens à 10h du soir, nous avons tenu la réunion, et à la fin de la réunion, nous comprenions, Titan ayant demandé que nous ne participions pas à cette réunion avec l'organisation syndicale CGT, nous avions compris qu'ils s'étaient à peu près mis d'accord. Sauf que quand on a vu Titan après, et que la CGT a envoyé une lettre en disant « Voilà, moi je veux des engagements, ceci, cela », j'y reviendrai tout à l'heure, Titan a refusé. Ce qui n'était pas pour me surprendre.
puisque moi, j'avais essayé d'obtenir le maximum de titans. Et c'est là que néanmoins le dialogue est quand même renoué avec la CGT, où nous avons eu un certain nombre d'échanges avec la CGT, et où nous avons été amenés à dire, mais finalement, Titan veut qu'on se soit mis d'accord. On sait que la CGT ne veut pas trouver d'accord avec Titan tant qu'elle n'a pas réglé le problème Goodyear. Et moi, j'ai suggéré qu'à ce moment-là, on propose la mise en place d'un plan de départ volontaire. Et qu'on parque la question Titan. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui ne vous a pas été dit. Et dans ce que j'ai entendu de l'audition précédente, j'ai appris quelque chose et j'y reviendrai. Mais pour nous, et c'était comme ça que les choses avaient été présentées, on avait dit on ne peut pas mener de négociations en parallèle, ça ne marche pas de toutes les manières. La culture de Titan et la culture de la CGT sont tellement différentes que c'est quand même assez difficilement conciliable. Et donc, nous avons proposé un plan de départ volontaire qui consistait à dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui en ont marre, ça fait déjà 3-4 ans. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Il y a beaucoup de gens qui ont des solutions. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de construire leur avenir. Faisons un plan de départ volontaire et voyons ce que ça donne. Nous avons négocié ce plan de départ volontaire jusqu'à juin 2012. Et il n'a échappé à personne dans la région que la CGT a fait valoir qu'elle avait obtenu une victoire sur tous les plans. Elle a obtenu une victoire sur tous les plans. Pourquoi ? Parce que malgré tout, le dispositif, et je l'ai, et je vous le redonnerai si besoin, le dispositif était audacieux. Parce que l'idée, c'était, on va faire décroître l'activité tourisme au fur et à mesure des départs volontaires pour que, à un certain stade, les personnes soient recasées dans l'agricole quand ils veulent rester et que, in fine, il ne reste plus que l'agricole à céder. Et que du coup, on ait simplifié les choses. Parce que, évidemment, Titan, qui est un spécialiste du pneumatique agricole, ne veut pas reprendre l'usine avec une activité tourisme dedans. Et donc déjà, obtenir une dégressivité progressive du tourisme et que Titan puisse accepter un maintien temporaire du tourisme, mais exclusivement temporaire, c'était déjà une très grosse avancée. La deuxième chose, c'est qu'il faut le dire, et je dois dire que je n'ai pas tellement participé à ces négociations, mon confrère Riloff non plus, les négociations financières s'avéraient extrêmement avantageuses. Et je vous dis franchement que cet accord, on pensait le signer en juillet. Et en juillet, fin juillet, pour nous, hein, je ne dis pas que ce que Fyodor Ryloff vous a dit est faux, mais en tout cas pour nous, pour moi négociateur avec Goodyear, c'est clair qu'on devait signer et après, une fois qu'on aurait pu avancer sur le plan de départ volontaire, avec des départs qui devaient partir en août, on allait affronter la question de l'agricole et donc de la situation de ceux qui allaient rejoindre Titan. Or, quasiment au moment où on devait signer, alors même qu'on avait fait les négociations officielles, qu'on avait engagé le comité central d'entreprise, l'organisation syndicale majoritaire nous dit on pose les crayons et maintenant nous allons demander des garanties d'emploi. Je reviendrai sur le terme parce qu'il y a quelque chose qui est exact dans ce qu'il vous a dit mon confrère Ryloff. Donc quand c'est exact, je le souligne parce que c'est quand même pas très souvent le cas. Nous voulons des engagements de Titan. Et là, je dis, mais les engagements de Titan, on sait qu'on ne les obtiendra pas. Si, j'ai des contacts avec les avocats américains, ils vont signer, ils vont être d'accord. Retrouvons-nous début septembre. Début septembre, je crois que c'est vers la fin août que Titan dit « il est hors de question que je prenne des engagements ». Simple. Et là, nous revenons
vers les organisations syndicales en disant, écoutez, on n'a pas travaillé comme ça à ce point pour abandonner tout l'acquis de négociation qui a pu avoir lieu. C'est inutile de dire qu'on avait réussi, notamment en abandonnant des actions pénales à l'égard du délégué syndical CGT, à recréer un climat qui était quand même un climat de discussion à peu près sereine. Et là, nous revenons début septembre extrêmement déçus parce que nous sentons bien que nous n'allons pas d'accord et nous envisageons de dire, bon, en fait, ce que vous craignez, c'est quoi? D'un côté, il y a ceux qui partent dans le plan de départ volontaire. Ce sont les lucky, ceux qui sont heureux, parce qu'ils ont des bonnes dispositions. Et puis, il y a ceux qui vont dans l'agraire, dans le farm, qui sont susceptibles d'être repris par Titan. Eux, ça va vous paraître paradoxal, ce sont les unlucky, ceux qui n'ont pas l'énorme chèque et qui vont rentrer au-delà de 2 ans dans un aléa sur l'avenir de leur emploi. Et donc Goodyear, c'est vous dire si on a mis les choses, si on a fait preuve d'inventivité. Goodyear a dit, bon, bah écoutez, on peut peut-être faire une garantie d'indemnisation dans l'hypothèse où votre contrat de travail serait rompu avant une certaine période. Et c'est pour ça que vous avez entendu parler de la part de Mme Pernet de ces fameux 4 ans et demi, 5 ans. Et franchement, on pensait quand même avoir fait quasiment tout le chemin. Mais ça n'a pas suffi. Et nous avons assisté à une réunion où on nous a dit, d'abord, sur le plan juridique, vous êtes des prestidigitateurs parce que vous me faites un accord de méthode. Un accord de méthode, c'est en cas de livre 1, en cas de plan social. Or, on vous avait dit qu'on ne voulait pas de plan social. Vous ne pouviez pas faire d'accord de méthode. Ce qui était quand même une critique absolument ahurissante pour 2 raisons. C'est que j'ai la version de juin là, j'ai la version de septembre là. Vous verrez que les deux sont des accords de méthode, que c'est exactement le même terme qui est employé, qu'effectivement il est prévu le suivi de la procédure de consultation en cas de livre 1, en cas de licenciement économique collectif, parce que c'est la loi et parce que c'est la jurisprudence, depuis un amendement Mandon qui date de 1991. Et là, je ne vous cache pas qu'effectivement, moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était définitivement cassé, là. Parce que quand vous êtes dans une logique de négociation, d'une suivi d'une procédure, et qu'on vous invoque un argument aussi facétieux, là, vous vous dites, c'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les engagements en termes de durée évoluaient au fur et à mesure et s'accroissaient au lieu de se réduire. Dans une négociation, on se rapproche. Quand vous sentez que la négociation vous rééloignez, là, vous vous dites, c'est fini, c'est pas possible, il faut qu'on arrête. On a déjà tellement donné. On a déjà tellement donné que est-ce parce que chaque fois qu'on avance, on se dit on va obtenir un pas de plus? Il y a un moment, il faut s'arrêter. Et c'est pour ça qu'il était indispensable de s'arrêter. Alors, je me permets d'attirer votre attention parce que, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de discussions, apparemment, c'est ce que j'ai appris dans l'intervention qui a été faite, avait lieu entre Titan et la CGT et était plus avancée qu'on ne le pensait. Et notamment, nous avons découvert effectivement, et je me permets d'attirer votre attention sur le fait que j'ai demandé qu'on me l'apporte, parce que, vous voyez, ça c'est une pièce tamponnée Ridoff. Ça veut dire que c'est lui qui l'a communiqué. C'est pas moi qui l'ai communiqué. Hein, soyons bien clairs. C'est pas moi qui l'ai communiqué. Et ce que vous voyez dans ce document, c'est qu'en réalité, il voulait obtenir de Titan, pas des XXX comme vous l'avez dans la version française, qui est d'ailleurs celle qui a été versée au tribunal. Vous avez une version française avec 2 XXX. Un XXX sur la durée de l'engagement
et 1xxx sur les volumes de production, la part de volume de production qui devait être maintenue sur le site d'Amiens Nord. Dans l'engagement qui m'a été communiqué par Egloff, vous voyez que son engagement, c'était effectivement 7 ans. 7 ans, 7, c'est 7 ans. Hein. Désolé de parler en anglais, mais enfin, quand c'est basique à ce point-là, je pense que ça va. Et 80%, ça se dit pareil en anglais et en français, c'est 80% d'activité maintenue. Voilà. Or ça, on savait que Titan n'en voudrait jamais. Une fois que vous avez votre projet de fermeture du tourisme qui date de 2009, que vous êtes fin 2012, et que vous n'avez plus de solution pour l'agricole, eh bien vous engagez la procédure d'information-consultation sur la fermeture, malheureusement, de l'ensemble. Et là, nous avons, nous, Goodyear, avec mes conseils, a présenté un projet qui explique les raisons économiques du projet et qui se situe au niveau du secteur d'activité du groupe conformément à la jurisprudence, pas au niveau uniquement du site d'Amiens Nord qui aurait été plombé pour justifier la fermeture. Ce n'est pas du tout ça. Le dossier économique est d'abord basé sur la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité tourisme pour la fermeture du tourisme et sur la situation de l'agricole pour l'agricole. Ne croyez pas du tout que le site a été démantelé pour pouvoir justifier une fermeture. C'est un contresens complet. Vous avez, et ça c'est des documents que vous devez lire pour que vous vraiment vous compreniez bien la situation, vous avez un document de 2007 qui explique la situation du site d'Amiens Nord, qui explique l'évolution de ce secteur d'activité, qui explique qu'en raison des difficultés économiques du groupe Goodyear dans son ensemble, qui a failli être en faillite en 2000, les investissements n'ont pas été suffisants, et qui explique qu'il va falloir convaincre le groupe de faire un investissement supplémentaire. De faire un investissement supplémentaire, ce fameux complexe unique. Et c'est dit avec une incroyable précision. C'est-à-dire qu'ils vous disent, mais on voit nos volumes baisser dans le tourisme, mais si on n'intervient pas tout de suite, si on ne réussit pas à se remettre sur les pneus à haute valeur ajoutée, on n'y arrivera pas. Je vous invite, parce que nous avons des volumes de documents comme ça, mais je pense que quelques petits documents comme le Bâtissons ensemble l'avenir du complexe d'Amiens et le compte-rendu de la réunion qui présente est absolument éclairante. Alors c'est vrai qu'une des contreparties à cet investissement de 50 millions, c'était le 4.8. Mais le 4.8, c'est un dispositif légal. Et après, non mais il faut quand même le rappeler, c'est pas illégal de proposer le 4.8. Et le 4.8, c'est ce qui est fait dans tout le groupe. Comment mieux convaincre le groupe d'investir que de leur dire on va se mettre dans des systèmes qui fonctionnent? Comment? Et c'est ce qu'a fait Amiens Sud, d'ailleurs. Alors, c'est ce qui est exposé dans la documentation économique. C'est ça, c'est les enjeux, l'évolution des pneus à haute valeur ajoutée, l'évolution des pneus à basse valeur ajoutée. Après, on se lamente qu'après 5 ans de procédure de consultation sur un projet de fermeture du tourisme, il n'y ait pas eu d'investissement dans cette période. Mais c'est logique qu'il n'y ait pas eu d'investissement. Je pense que j'avais fait une chronologie où vous verriez que depuis au moins juin 2009, Goodyear pense que dans les 6 mois, elle va parvenir à achever son processus de consultation sur la fermeture du tourisme. On ne va pas dire qu'il fallait investir alors que j'étais en procédure de consultation sur la fermeture. Je ne présente pas un projet... Alors, j'avais un projet d'investissement, il a été refusé par les CGT. J'annonce un projet de fermeture, je ne vais pas investir au moment où je ferme. En revanche, je me permets de le souligner quand même, vous avez eu des investissements de maintenance du matériel. Mais vous n'allez pas investir sur des nouveaux équipements. Comment ? Très important. Très important.
très important, absolument. Donc voilà, on présente ce projet. On est en janvier 2013. On prévoit aussi, je me permets de vous le dire parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, un plan de sauvegarde de l'emploi qui, permettez-moi de vous le dire, en tant que professionnel, entre guillemets, dans les benchmarks, est au top du benchmark. C'est d'ailleurs pour ça probablement que l'administration n'a pas fait la moindre remarque. Qu'est-ce que c'est le top du benchmark? C'est naturellement aller rechercher des postes de reclassement à l'étranger, en Amérique latine, en Asie, bien sûr le faire. Mais bon, on ne va pas non plus se raconter trop d'histoires. Les salariés d'Amiens Nord, ils ne vont pas aller se repositionner au Brésil. C'est mettre en place un ensemble de dispositions qui va faire que le collaborateur va être véritablement aidé. Et vous verrez que ce plan de sauvegarde de l'emploi, il prévoit un dispositif d'accompagnement des collaborateurs qui est de premier niveau, qui est bien supérieur au plan de départ volontaire, d'ailleurs, de ce point de vue-là, si vous voulez. D'une partie des chèques qui était prévue pour le départ volontaire, on l'a rebasculé vers l'accompagnement des collaborateurs, la formation des collaborateurs, tout en prévoyant des indemnités qui sont loin d'être négligeables et que beaucoup d'autres salariés licenciés pour motif économique apprécieraient. Ayez conscience que Goodyear, dans ce processus, va quand même probablement garantir le niveau de rémunération des collaborateurs pendant 3 ou 4 ans et avec les indemnités chômage pendant 5 ou 6 ans. Donc, quel est l'enjeu essentiel ici? L'enjeu essentiel, pour moi, c'est que tout le monde se mobilise sur le reclassement. Et les cabinets qui ont été choisis précisément pour avoir cette démarche-là. Ils ont déjà accompli un certain nombre de travaux pour voir comment ils allaient pouvoir accompagner les collaborateurs. Ils ont fait une cartographie des métiers qui sont présents sur le site. Ils ont fait une cartographie des emplois en tension dans la région amiénoise, et ils ont essayé de dresser des passerelles de formation, parce que vous avez un dispositif de formation qui est très, très élevé. Au lieu d'avoir un débat constructif sur l'ensemble de ces deux points, nous sommes l'objet d'une véritable... Enfin, Goodyear est l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire, avec des dizaines de procédures engagées, une politique de la chaise vide à chaque instance à chaque réunion, ou une réunion où il y a des insultes et puis on repart, mais il n'y a aucun dialogue constructif. On a donné toutes les informations à l'expert et il n'y a aucun dialogue constructif. Ça fait 9 mois que ça dure. Alors autant, je dois dire que j'étais quand même un peu déçu de perdre partiellement en février 2011, autant jusqu'à maintenant, et ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y aura pas d'autres décisions dans un sens contraire, et je ne croyais pas que je suis là à parader, heureusement, par chance, pour l'instant, toutes les décisions judiciaires, il y en a quand même 9 ou 10 maintenant, nous ont donné raison dans le cadre de cette procédure. Maintenant, est-ce que c'est terminé, Monsieur le Président? Et bien sûr que non. Nous avons des procédures d'appel. J'ai appris encore hier que nous avions un nouveau référé pour le CHSCT de Riom, qui, vous le pensez bien, est extrêmement concerné par la fermeture d'Amiens Nord, concerné au premier chef, mais uniquement pour que, puisque cette procédure de consultation du CCE s'achève, on puisse dire « mais je n'ai pas eu l'avis du CHSCT de Riom, et comme le CHSCT de Riom vient de lancer une action en justice, il faudra attendre le résultat de cette action en justice ». Je dois dire que Goodyear a attendu beaucoup de décisions de justice avant de clore son processus d'information-consultation. Mais je pense qu'aujourd'hui, quasiment tous les juges des référés ont dit qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, et par conséquent, voilà ce que j'ai à dire sur le sujet en guise d'introduction. Mais bien sûr, je peux répondre à toutes vos questions. On va y passer tout de suite, Maître. Je donne la parole à Pascal Boitard. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Maître, je suis ravie de vous rencontrer parce qu'apparemment, je fais l'objet d'une partie de vos plaidoiries depuis ces derniers temps. Donc, voilà, ça me donne l'occasion de vous rencontrer.
Je voulais revenir sur ce que vous avez évoqué et que nous avons évoqué précédemment d'ailleurs avec votre confrère, qui est ce qui s'est passé entre Goodyear, Titan, le syndicat majoritaire de l'entreprise, à savoir une partie qui a été consacrée au PDV, une autre qui n'a pu, qui était sur le point d'aboutir. C'est ce qui nous a été dit précédemment et ce qui nous avait été dit lors d'autres auditions. Et l'autre partie qui est, je dirais, avec des zones d'ombre un peu plus présentes, parce que nous avons différentes versions, justement, sur cette partie-là. Donc il nous a été dit à un moment donné qu'effectivement, comme le document que vous nous donnez, qu'il y avait eu une demande d'engagement de 7 années. Mais en même temps, vous n'étiez pas l'avocat de Titan à ce moment-là. Vous n'avez... Voilà, exactement. De votre point de vue, considérez-vous aujourd'hui la nouvelle annonce Titan, parce que de façon indirecte, Goodyear va quand même peut-être être concerné et analyse déjà cette présentation en termes de reprise d'une partie du site. Quelle est votre analyse de cette situation ? Est-ce que, justement, juridiquement, cela peut remettre en cause le processus du PSE, qui en ce moment arrive notamment avec le dernier CCE jeudi prochain et, je crois, le dernier CE mardi de la semaine prochaine. À votre avis, comment est-ce qu'il va y avoir une interruption dans la procédure PSE ? Comment vous avez accueilli cette annonce ? Alors, tout d'abord, j'ai fait effectivement, à l'occasion d'une audience, une incidente sur la commission d'enquête parlementaire. Tout à fait. Voilà. Et je vais m'en expliquer, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et je vous cache pas... Non, pas du tout. Non. Ça, la presse se trompe. Eh ben, la presse se trompe. Et c'est vraiment une incidente peut-être de 2 minutes dans une plaidoirie d'1 heure. Et en sortant, je me suis dit... C'est surtout que la presse est très attentive, parce qu'effectivement, je me suis dit, est-ce que ça va être repris dans la presse ? Et c'était finalement l'essentiel de ma plaidoirie. Alors, je vous cache pas que j'étais, bien sûr, mais à ce point-là, je vous cache pas que j'avais été quand même assez bon. Mais ça me donne l'occasion de vous dire quand même une chose, parce que je suis un auxiliaire de justice, je suis un juriste. D'une certaine manière, je me réjouis de cette commission d'enquête parlementaire, mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience que tous les sujets que vous abordez sont des sujets qui sont simultanément abordés devant les juges. Et que je suis un peu soucieux de la séparation des pouvoirs, de ce que pourrait être le résultat d'un rapport. Alors, je dois dire que je pense que les débats ont quand même permis de beaucoup clarifier les choses. Mais si vous reprenez le rapport préliminaire qui a justifié la saisine de votre commission, reconnaissez que si je suis l'avocat de Goodyear, il n'est pas illégitime que je m'inquiète un petit peu du respect de la séparation des pouvoirs et de l'influence que pourrait avoir un rapport d'une commission d'enquête sur nos juges. Voilà. Je vous le dis très franchement, ça n'a rien de personnel, c'est tout simplement qu'il y a, pour moi, un problème de séparation des pouvoirs qui a été signalé, qui a été... Madame la garde des Sceaux, vous savez, le métier d'avocat, c'est d'être un juriste libre. Et le métier d'un juriste libre, c'est pas parce que Madame la garde des Sceaux ne considère pas, quand il y a 10 procédures qui concernent les causes du licenciement, qui concernent le traitement social de la fermeture, considère qu'il n'y a pas d'incompatibilité, que pour autant, moi je ne vois pas que le rapport, l'indépendance de la justice risque d'être un petit peu mise à mal, l'équilibre des parties. Une commission d'enquête est composée à l'image du Parlement, elle n'est pas composée de juges. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, je vous le dis franchement, c'est vrai que ça fait partie des préoccupations que j'ai. Et en même temps, je dois vous dire que les différentes auditions ont, je pense, permis de lever un certain nombre
d'a priori qu'on pouvait avoir, notamment à la suite d'un certain nombre de déclarations qui ont pu être faites par mon contradicteur. Donc voilà, pour être complet. Alors après, il y a une deuxième question. Moi, je ne vous cache pas que je me suis beaucoup battu pour cette solution Titan. J'y ai développé une énergie considérable. Parce que mon client est Goodyear, mais parce que je suis aussi un citoyen français. Et qu'une solution avec 550 emplois, même si c'est un Américain, même si les Américains ne sont pas habitués à donner des garanties comme ça à long terme, ça vaut le coup d'être tenté. Parce que l'autre branche de l'alternative, c'est la fermeture complète. Je crois que c'est vous qui le disiez. Et c'est ça le problème. Est-ce qu'on est capable de garantir, on était capable de garantir ce que faisait Titan? Non. Mais pour autant, qu'est-ce qu'on a comme solution alternative? Et ne valait-il pas mieux tenter cette solution alternative, a fortiori avec les garanties que Goodyear apportait par ailleurs, que de laisser tout tomber? Et j'en viens à votre question, Madame le rapporteur. J'ai entendu comme vous, et je n'ai pas davantage d'informations que vous, que Titan revenait. Et alors Titan revient en disant, c'est plus 530, c'est 330, on ne sait pas lesquels, et c'est pick and choose, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire que vous fermez tout, et moi je réembauche derrière. Alors, vous avez la CGT qui évidemment dit, il n'en est pas question, et je ne vous cache pas que vous demandez aux techniciens, le technicien, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire parce que vous avez des dispositions de l'article L122.12 qui vous dit transfert automatique des contrats de travail. Or, alors c'est d'autant plus compliqué, c'est pour ça que ça nécessitait beaucoup d'ingénierie, c'est pour ça que le projet d'accord, il fait effectivement un certain nombre de pages. C'est que, si vous voulez, il faut d'abord séparer le farm. Vous êtes allé dans l'usine. Donc vous voyez bien, il y a des équipements communs. Et puis après, il y a des équipements séparés. Mais il y a tout un tas d'équipements communs. Donc il faut séparer le farm du tourisme, première étape. Et deuxième étape, une fois qu'on a séparé le tourisme du farm, le farm, il y a des dispositions du Code du travail qui disent transfert automatique des contrats de travail. Donc 330, comment on fait? Moi, aujourd'hui, je ne sais pas. Et alors, je vais vous dire, parce que vous allez me dire, mais les avocats et les avocats brillants, c'est fait pour trouver des solutions, pas pour trouver des problèmes. Ben, c'est vrai. Mais quand en plus personne n'est d'accord, c'est-à-dire ni Titan ni la CGT, moi, franchement, je ne sais pas faire. S'ils sont d'accord. Et du coup, mais oui, mais alors, qu'ils nous expliquent comment ils veulent faire. Oui, parce que quand même, la directrice de la Direct, la semaine dernière, je lui ai posé avec insistance cette question. Elle nous a dit que c'était juridiquement, on entend bien, possible. C'est la question que je lui ai posée. Écoutez, bon, je n'ai pas la bande, hein, mais justement, j'étais très intéressé d'attendre comment Madame Pernet allait répondre, parce que c'est pas facile. Alors après, quand vous sentez un consensus de tout le monde, etc., quelquefois, on essaie de faire un peu différemment. Mais là, c'est pas facile, hein, parce qu'on a des règles d'ordre public. Et alors moi, je m'étais dit, je vais vous dire, dans votre loi sur la reprise des sites, oui, quelle bonne idée vous auriez, le cas échéant avec le contrôle d'un tiers, hein, pour qu'il n'y ait pas de fraude, mais qu'il y ait des possibilités de réduction d'effectifs à l'occasion de ces reprises. Bon. Moi, je veux bien aider le Parlement à travailler sur cette piste, qui paraît très intéressante. Je vous prie de m'excuser. Mais il y a quand même un petit obstacle, et je vous prie de m'excuser parce qu'avec les multitudes de procédures, je n'ai pas eu le temps de le vérifier. Idéalement, j'aurais bien aimé le vérifier avant d'en parler. Je pense qu'on a un obstacle quand même dans la directive communautaire. Je pense que la seule exception à l'article 122.12 qui soit possible, c'est en cas de redressement judiciaire. Bon, ou de liquidation judiciaire. Mais là, Madame le député, nous sommes très très loin d'une liquidation. On est face à une entreprise qui n'est pas du tout sur le point de déposer le bilan. Et donc, je ne sais pas comment faire cette opération. Et pourtant, je peux vous dire que dans beaucoup de cas, ça permettrait
de régler un certain nombre de problèmes et d'éviter qu'on soit confronté à cette difficulté. Alors moi, je suis à la disposition du Parlement pour réfléchir sur comment essayer de trouver une solution législative à ce point. Mais c'est le compte rendu de... Voilà. Avec Madame Carnet, c'est ce que vous avez entendu. J'entends. Pour moi, c'est possible de quelle façon? C'est je transfère 550 et après, Titan arrive à ses 330. Ça, ce serait éventuellement possible. C'est-à-dire que c'est Titan qui licencierait? Eh bien oui. Eh bien oui, parce que vous avez un transfert automatique des contrats de travail, et c'est Titan. C'est pour ça que... Donc la solution technique, je l'ai. Mais si j'ai dit que ce n'était pas évident, c'est que je ne vois pas quel est le protagoniste qui acceptera cette solution. Bon. Mais s'il l'accepte, très bien, c'est parfait. Donc voilà. Alors, est-ce que du coup, ça bouleverse notre procédure de consultation? Pour l'instant, j'ai Titan qui dit... De toutes les manières, je veux que ce soit fermé. J'ai la CGT qui dit, de toutes les manières, je veux pas la solution de Titan. C'est pas, non, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, on veut discuter encore du nombre. C'est plutôt ça ce qu'ils disent, jusqu'à présent. Eh oui, mais c'est le sujet. Mais ils veulent pas le PSE avant. Et ils veulent le pick and choose? Non. Ils disent qu'ils veulent négocier plus de postes. Donc, et si ils vous voulez, qu'ils ne veulent pas que l'entreprise ferme, justement, avant qu'il y ait... Alors, si vous voulez, on a été beaucoup plus près d'un accord qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que ça modifie la procédure de consultation que nous menons aujourd'hui. On est très loin d'un accord, et ça ne me paraît pas aujourd'hui présenter une option qui présente un niveau de crédibilité et de certitude suffisant pour qu'on interrompe un processus de consultation, alors même, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut donner du temps au temps, mais après, c'est les gens qui viennent nous dire « Non, mais vous vous rendez compte, ils ont laissé le site se baisser d'activité comme ça, sans rien faire. Mais on n'a pas rien fait, on était en train de négocier. » Je veux juste vous demander une précision, parce que là-dessus, justement... ce qui peut être dit, ce qui l'est d'ailleurs, c'est que dans l'argumentation qui est celle qui voudrait que Titan soit un peu un outil utilisé par Goodyear dans la démarche globale, on dit mais de toute façon, Goodyear ne veut pas que ça soit repris parce qu'il ne veut plus attendre davantage pour que la procédure de PSE aille à son terme. Et il ne veut plus donc faire le moindre effort. Vous êtes en train de nous dire que si véritablement il y avait un accord, etc., c'est pas Goodyear qui freinerait, quitte à perdre quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas moi, sur la procédure en cours? Non, vous m'avez posé une question technique. J'ai répondu à des questions techniques. Là, vous me posez une question politique. Je ne suis pas en charge de prendre des décisions politiques sur des sujets qui bougent tous les jours devant votre commission d'enquête. Je pense que vous le comprenez bien. J'ai juste exprimé la complexité du sujet et montré à quel point on me paraissait très éloigné d'un aboutissement. Voilà. Pour dire, techniquement, je ne vois pas que ça justifie de retarder l'issue de la consultation. J'attire votre attention par ailleurs sur le fait que une fois la consultation terminée, il y a quand même un certain nombre de processus qui doivent être mis en place, notamment des recherches de reclassement, l'établissement des critères d'ordre des licenciements qui est au niveau de l'entreprise. Donc vous avez des salariés d'Amiens Nord à qui il faudra proposer d'aller travailler à Riom ou à Montluçon. Enfin, les lettres de licenciement ne sont pas parties demain. En revanche, la procédure de consultation, elle, s'achève. Et je pense qu'on ne peut pas reprocher à Goodyear, à qui on reproche d'avoir justement trop attendu, d'achever une procédure de consultation au bout de 10 mois, procédure de consultation au cours de laquelle il n'y a eu zéro discussion constructive de la part de l'organisation syndicale majoritaire. Alors, juste peut-être quelques petites observations complémentaires, parce que je crois que certains s'interrogeaient sur le point de savoir pourquoi les discussions n'avaient eu lieu qu'avec l'organisation syndicale majoritaire. Bon. Alors, juridiquement, je vais d'abord vous répondre juridiquement. Juridiquement, il n'y a pas de doute sur deux choses. Les négociations, à proprement parler,
doivent en principe avoir lieu avec toutes les organisations syndicales. Première chose. Deuxième chose, les négociations doivent avoir lieu au niveau auquel les décisions sont prises. Et donc, ça voulait dire, au cas particulier, que les négociations officielles devaient se situer au niveau de l'entreprise. Monsieur Wamin n'est pas le délégué syndical central CGT. Les autres organisations syndicales qui sont présentes au niveau central sont très peu présentes au niveau du site d'Amiens-Nord. C'est très simple. Monsieur Wamin ne voulait pas qu'on négocie au niveau de l'entreprise. Et il y a un moment, vous pouvez rester au niveau des principes et discuter avec le délégué syndical CGT de Rion, qui est le délégué syndical central, et avec le délégué syndical CFDT, mais je pense que vous ne réglez pas le problème d'Amiens-Nord. Voilà. Donc vous êtes obligé. Alors après, d'un point de vue formel, il a été toujours prévu, une fois, alors quelquefois on a pris des précautions de langage, on a dit que c'était non pas des négociations, mais des discussions. Mais quelquefois, vous voyez, on est un peu obligé de passer par le chat d'une souris, enfin, vous voyez, par le chat d'une aiguille. Et ce sera peut-être le cas d'ailleurs sur la prochaine description du projet. Arlette Groscoste. Maître, vous me rassurez quelque part, parce que comme je n'avais pas suivi toutes les auditions, l'audition préalable, je disais effectivement, il n'y a pas 36 solutions. Hein, c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc ça me rassure un peu, quand bien même ça fait des années et des années que je ne fais plus de droit. Mais bon, ça c'est une chose. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous m'avez dit. Je reviens un peu en arrière, dans la mesure où, dans le premier protocole d'accord qui aurait dû avoir lieu entre Goodyear et Taylor pour la reprise d'une branche d'activité, j'entends bien, c'est bien ça, la reprise d'une branche d'activité qui est l'agricole, vous disiez à un certain moment, par rapport à ce que nous entendions tout à l'heure, qu'il y avait des négociations entre Titan et la CGT. Si je comprends bien, c'était une négociation qui faisait abstraction du troisième partenaire indispensable néanmoins, le cédant potentiel, à savoir Goodyear. Donc ils ont fait des négociations entre les deux parties avec un protocole d'accord à la clé c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, et qui ne faisait pas intervenir Goodyear dans ce protocole, notamment sur le nombre d'années, enfin le maintien d'emploi, si tant est que ce puisse être possible justement, au-delà de 2 ans, bien au-delà de 2 ans. J'avoue que je suis très surprise de la démarche de la CGT à ce niveau-là. Enfin, conviendrait que dans les négociations, c'est bien quelque chose qui me paraît tout à fait particulier. Bon, ça c'est... Oui. Ça peut arriver qu'un repreneur potentiel discute avec les organisations syndicales, avec les représentants du personnel. Ça peut arriver, parce que, évidemment, c'est le repreneur qui est le plus à même de dire ce qu'il va faire demain. Bon, donc, en soi, c'est pas spécialement choquant. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la façon un peu secrète dont la CGT voulait négocier auprès de Titan, d'un air de dire ce que vous n'avez pas réussi à obtenir en termes de garantie, moi je vais l'obtenir. Parce que c'était ça la conviction. Et vous savez, la conviction, quand vous écoutez mon confrère encore aujourd'hui, mon confrère Ilov, il vous dit, mais en fait, Titan a besoin de l'usine. Donc il va céder. C'est ce qu'il vous a dit. Bon, si on est convaincu de ça, on est convaincu de ça. Moi, ce que je constate, c'est que pour l'instant, on est en train de clore notre procédure de consultation et que... Non, je voulais mettre l'accent sur ce point particulier, parce qu'il me paraît quand même étonnant. Supposons qu'effectivement, le protocole... Ah oui, parce que... oui, excusez-moi. Le procédé me paraît quand même un peu étonnant. Supposant que le raccord aurait pu être confirmé dans les termes, ça aurait dû donner lieu évidemment à un protocole d'accord in fine, entre toutes les parties, puisque c'est quand même Goodyear qui, quelque part, selon vous, donnait, excusez-moi le terme, a fait une garantie d'actifs potentiels, au cas où il ne respecterait pas le maintien de l'emploi au-delà, dans les délais de 5 ou 7 ans. Précis,
C'est un schéma que nous avons... Ça marche. Pardon. C'est un schéma qui a été envisagé dans le courant du mois de septembre, c'est-à-dire en toute fin de négociation, mais c'est logique que ce soit intervenu en toute fin de négociation, parce que pour nous, notre protocole d'accord, Parquet Titan, à tel point que si vous lisez l'accord qu'on a rédigé, il disait, bon, on fait un plan de départ volontaire et on dit les négociations en vue de la cession de l'activité agricole se poursuivent prioritairement avec Titan. Prioritairement. Donc c'était pas un package complet, c'était réglons le problème déjà avec un plan de départ volontaire. Et ça, c'est là où nous sommes considérés un peu trahis quand on nous a remis un problème qui était un problème qu'on savait existant, qui était des engagements de maintien de l'emploi. Maître, j'ai deux questions rapides à vous poser parce que je vous demandais aussi des réponses concises. Excusez-moi de vous le demander parce que notre rapporteur doit aller présider la commission des affaires étrangères. Donc on a un problème d'emploi du temps. Juste, première chose, tout à l'heure, votre confrère a dit, en fait, il a contesté le motif économique des licenciements. Je ne sais pas si c'est facile de l'expliquer rapidement, mais qu'est-ce qui, pour vous, constitue vraiment un motif économique? C'est-à-dire, par exemple, un groupe qui, je l'ai déjà dit la semaine dernière, ne distribue pas pendant 10 ans des dividendes. Est-ce que c'est, de votre point de vue, le signe que cette entreprise est dans une situation économique et dans une situation un peu délicate? Et la deuxième question que je vous pose tout de suite, comme ça vous globaliserez, qui n'a pas de rapport là, c'est vous nous avez suggéré tout à l'heure un aménagement législatif qui, bon, n'est pas si évident, mais bon, à approfondir. Pourquoi pas. Compte tenu que l'objectif de la commission d'enquête doit dépasser quand même le cas spécifique de Goodyear, est-ce que vous avez éventuellement, au regard justement de la procédure des procédures que vous vivez depuis 2 ans maintenant, en ce qui vous concerne, vous avez d'autres propositions éventuellement à nous faire? Bien. Alors, ce qui vous a été dit sur le motif économique est pour partie vrai et comme souvent très inexact. Pour partie vrai en ce sens que la question du motif économique n'est traitée qu'a posteriori par les juges. Ça, c'est exact. Après, qu'est-ce qu'un motif économique réel et sérieux? C'est soit faire face à des difficultés économiques, soit sauvegarder sa compétitivité. Bon. Et je crois que vous avez entendu M. Ferracci, qui vous a très clairement exposé quelle était la situation de Goodyear par rapport à ses concurrents, avec un endettement incroyablement supérieur à Michelin et à d'autres acteurs du marché, avec des capacités d'investissement extrêmement réduites. Et on touche du doigt avec le dossier d'Amianor ce que représente l'enjeu d'investir pour pouvoir, par exemple, faire des pneus à haute valeur ajoutée, pour pouvoir faire de la recherche et du développement. Et donc, la compétitivité, c'est comment je me positionne. Vous verrez que le dossier qu'on a remis, que vous avez sûrement, explique à quel point Goodyear est handicapé par rapport aux autres groupes concurrents. Par rapport à d'abord les grands groupes concurrents, les grandes marques qu'on connaît, et l'avènement des opérateurs chinois. Même si les pneus ne viennent pas de Chine, vous avez des opérateurs chinois qui commencent à constituer des acteurs importants. Et donc, moi, je pense qu'il y a un motif économique réel et sérieux qui est la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de Goodyear, qui est très handicapée. Voilà. Bon, sur la deuxième question, je pense que le cas Goodyear est l'apothéose de ce qu'on peut faire comme perturbation judiciaire avec des motifs fallacieux. Voilà. Bon, je pense que là, c'est le bouquet final, si vous voulez. Je pense que l'affaire Goodyear restera l'exemple qui aura justifié qu'on décharge les juges de toute la procédure de licenciement économique au profit de l'administration. Vous avez eu des professeurs de droit qui vous ont dit c'est quand même un peu dommage.
En tant qu'auxiliaire de justice, je dois avouer que c'est un peu dommage. Mais pour autant, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Le système judiciaire, ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas adapté le système judiciaire pour que nous ayons le respect du contradictoire, qui me paraît important, la décision publique, qui me paraît également important, mais la décision pragmatique. Parce que pour l'instant, vous avez une organisation judiciaire qui est construite de cette manière-là. C'est que, et j'aime beaucoup mon métier, hein, je me recyclerai dans d'autres choses si j'ai plus cette activité-là, mais j'adorerais ça. Alors là, je peux vous dire, il y a beaucoup d'envie de ma part, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent. Mais pour revenir à la question, le combat de coq, et puis il y en a un qui gagne, l'autre qui perd, et comme ça, il y a celui qui gagne, et c'est très significatif là dans le cas de Goodyear. Monsieur Wamen, qui a gagné 3 ou 4 fois, était convaincu de son invincibilité et en est encore convaincu. Il y a 9 dossiers dans lesquels il a perdu, mais si vous l'écoutez, c'est pas grave, il y a l'action au fond. Et je vais gagner. Je vais gagner. Alors que le dossier, encore une fois, moi je ne l'ai pas gagné d'avance, hein. Je ne suis pas du tout sûr de le gagner d'avance. On n'est jamais sûr de gagner un dossier d'avance. Mais enfin, il me semble quand même qu'on a des arguments, une logique à faire valoir. Donc, je pense que le problème auquel on est confronté, il est quand même pour partie réglé dans les procédures de licenciement économique par la loi de sécurisation. Même si, à titre personnel, je le regrette. Mais il y a un moment, l'intérêt personnel, c'est quand même pas celui qui prime pour l'élaboration des lois. Très bien. Si mes collègues n'ont pas d'autres questions, je vous remercie, maître, de vous être soumis à la procédure de la commission d'enquête et vous pouvez laisser à nos administrateurs effectivement les éléments que auxquels vous avez fait référence. Mes chers collègues, j'arrête cette réunion. Je vous rappelle que nous avons une autre audition demain à 16h30. Dans cette même salle, celle du délégué général du syndicat national du caoutchouc et des polymères. Donc, je vous dis à demain.